Bonjour à tous et bienvenue à un autre défi 500 km de plus de millage. Aujourd'hui, à côté de moi, vous voyez, c'est le Honda Prologue dans sa version Touring, 2 moteurs avec les roues de 21 pouces. On est en pneus d'hiver aujourd'hui, puis on va utiliser notre tout nouveau trajet qui est essentiellement Québec-Montréal aller-retour. Donc embarquez avec moi, les résultats sont franchement surprenants. Allons-y. Donc, nous voici maintenant à l'intérieur du Prologue pour le départ. Donc, aujourd'hui, c'est le premier épisode avec notre nouvel itinéraire qu'on va faire le test. Espérons que c'est un bon itinéraire, ça nous donne des bons résultats et qu'on l'aime le faire parce que j'ai pas envie de changer. Mais bon, on va partir de la Salle à Montréal, Pont-Champlain, autoroute 30, 20 est vers Québec. Point de retournement sera juste un peu avant l'entrée du pont Pierre-Laporte là, à Lévis. Pour vous donner une idée, c'est 251 km pour se rendre à notre point de retournement. On va se lancer dans quelques minutes. Les métriques. Aujourd'hui, sur notre route, on va avoir température là, oscillant entre 1 et 3 degrés Celsius avec des vents venant de l'ouest, comme ça. En fait, venant de l'ouest, comme ça. 15 km/h. Donc, un petit composant là, de vent dans le dos en allant vers Québec. Puis ça va être un vent de face, à peu près de face, lorsqu'on va retourner vers Montréal. Température, elle sera en automatique à 21. Là, juste mis dans une position là, pour pas trop faire de bruit. Là, j'ai mes deux trajets ici. Là, aussitôt qu'on va démarrer, je vais réinitialiser le trajet 1. Il va tomber à 0. Et aussi, c'est que dans Car Scanner, on est tout configuré. On a 93 kWh batterie pleine. GM, Honda, sur ces véhicules-là, disent non, c'est 85 kWh la capacité de la batterie. Je commence à soupçonner, puis c'est pas la première fois que je vois ça, que les véhicules là, Ultium ou le Honda Prologue, qui est sur une plateforme Ultium, peu importe, on en reparlera plus tard, la batterie est plus grosse que ce que le constructeur annonce. Donc, vous en avez plus pour votre argent, ce que vous avez payé. Fait que là, ça, c'est bien. On va avoir un départ à 4h40 du matin. OK, on est maintenant sur la route. On a à peu près là, 75 km de parcouru. La consommation, 4,2 km par kWh en unité GM Ultium. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à peu près 23 kWh par 100 km, 23-24. Le chiffre que je vous donne, 4,2, vous faites 1 sur 4,2. Ça vous donne la formule si vous voulez me suivre. Essentiellement, c'est ça. Briefage technique du Honda Prologue. On est dans la version Touring avec les roues de 21 pouces. On est en pneus d'hiver. Évidemment, mi-novembre, il fait 1 degré Celsius. C'était tout à fait évident. La chose bien importante, le Honda Prologue, essentiellement, c'est quoi? C'est un véhicule sur la plateforme BEV3 de GM parce que Honda a mandaté GM de lui construire là, 2 véhicules électriques. Là, dans le fond, là, il y a de ça quelques années, le Acura ZDX, qui est un Cadillac Lyriq, et le Prologue, qui est un Chevrolet Blazer. Ce véhicule-là est assemblé dans une usine au Mexique, au même endroit qu'on fait le Equinox EV, le chouchou des Québécois, et le Blazer EV. La batterie qu'on a dans ce véhicule-là, c'est la batterie 10 modules Ultium. Donc, la même dans le Blazer que dans l'Equinox EV. C'est une batterie bas voltage lithium-ion, cellule pochette, à peu près 325 volts nominal. Par contre, là, avec mon Car Scanner, ma théorie qu'en réalité, la batterie de 85 kWh avait plus d'énergie que ce que GM disait semble être vraie parce que dans le véhicule, on rapporte 93 kWh. Lorsque je multiplie le voltage par les ampères-heure dans le document de certification de l'EPA, ça me donne à peu près ça aussi. Puis aussi, lorsque l'EPA a fait la certification du véhicule, il roule jusqu'à la panne sèche parce que ça leur donne un résultat en kilomètres de distance. Puis ensuite, ils collectent les informations sur la recharge suivant cette panne sèche. Puis ils ont mis 99 kWh dans la batterie. Il y a toujours à peu près 5 % de perte là, sur un chargeur niveau 2 à l'intérieur d'un véhicule. 3, 4, 5 %. Fait que 93 kWh, c'est vraisemblable. Donc, Honda vous en donne un peu plus pour votre argent. Donc, vous avez à peu près 8 kWh de plus. Ce que ça veut dire aussi, c'est que peut-être dans 5 ans, la batterie va avoir 85 kWh.
Donc en réalité, je trouve ça quand même honnête comme façon de l'annoncer. Sauf que ça a un impact. Là, le véhicule est plus lourd qu'on pense parce qu'il y a une plus grosse batterie. C'est un véhicule avec une masse nette d'à peu près 2390 kg. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Mais c'est comme le Blazer EV. Là, la plateforme BEV3 GM, c'est une plateforme lourde. Sinon, c'est ça. C'est une configuration 2 moteurs au Canada. On a juste ça. 288 chevaux total. C'est relativement puissant, là, mais c'est pas... Mais à la fin... C'est ça qui est bien du Prologue. Là, après une semaine de l'avoir conduit, on remarque que c'est un véhicule qui est adapté vraiment à la réalité du consommateur moyen de chez Honda. Il va avoir un véhicule qui n'est pas compliqué à utiliser. L'interface est plus simple que dans un véhicule GM. Il y a moins d'options, il y a moins de commandes. C'est simplifié. C'est beaucoup plus épuré aussi d'un côté intérieur. J'apprécie beaucoup. Puis, comme je vous dis, il y a plein de fonctions qui manquent. T'sais, on n'a pas le Super Cruise dans ce véhicule-là. On a juste un régulateur de vitesse adaptatif puis un système de détection de la sortie de voie. Il n'y a même pas de suivi de voie actif. Ça, c'est peut-être le gros défaut du Prologue, qu'il n'y a pas de système de suivi de voie actif. Parce que Honda a ça dans sa gamme, le Honda Sensing, le LKAS, Lane Keep Assist, whatever. Mais sinon, c'est ça aussi, l'autonomie EPA NRCan de ce véhicule-là, c'est 439 km dans la configuration qu'on a là. Dans les configurations avec des roues plus petites, je pense que ça oscille autour de 460-480 km. Puis la consommation sur l'autoroute, là, on parle de 25 kWh par 100 km. Hey, c'est élevé pour un véhicule, ça, 25. 21,1 en ville, puis c'est 22,8 combiné qu'on annonce. Puis comme je vous disais, en ce moment, on fait genre 23-24. Donc à 110 km/h, parce que c'est la vitesse, régulateur de vitesse qu'on a fixé aujourd'hui. C'est quand même intéressant. Je veux dire, je suis content qu'à 1 degré Celsius, je ne sois pas au-dessus de la cote annoncée, je sois proche. Donc, ça au moins, ça me rassure. Écoutez, regarde, c'est ça le Honda Prologue. Ça reste un Chevrolet Blazer dans une enveloppe ou dans un enrobage Honda. Mais je dis pas ça de façon négative. Là. Honda avait besoin d'un véhicule électrique rapidement. Passer par GM, ça coupe le développement en deux. Puis, je veux dire, la plateforme Ultium, la plateforme BEV3, cette technologie-là, c'est une technologie électrique qui est bien reçue, qui offre des bonnes performances. Pour ce qui est de l'itinéraire, bien évidemment, je vous en ai parlé ce matin. Là, on va approcher bientôt le point de 100 km, mais dans le système de navigation, là, Google embarqué, on a notre point de retournement le proche de Saint-Nicolas à Québec. Puis l'arrêt de recharge, là, pour l'instant, est pointé à Saint-Louis-de-Blandford avec 6 % de statut de charge d'arrivée prévu. Espérons que ça reste là. Sinon, là, on arrêtera juste un peu avant. Là, je pense qu'il y a une borne 180 kW dans une halte routière. Là, quelques kilomètres avant, ça devrait pas être trop pire. Puis c'est ça, on est dans notre... Excusez-moi. On est dans notre nouvel itinéraire, hein, Québec-Montréal. On pourrait quasiment appeler ça le défi Québec-Montréal, mais on va appeler ça le défi 500 km quand même. Écoutez, moi, je viens de Québec. Je suis né à Québec. Puis j'habite à Montréal depuis de cela plus de 10 ans, là, en dehors des 2 années que j'ai passées en Ontario. Donc ici, je veux dire, je me ferme les yeux puis je connais quasiment chaque panneau de signalisation sur le bord de la route là, par leur nom. Là. Je veux dire, je dois avoir fait l'autoroute 20 entre Québec et Montréal des milliers de fois dans ma vie. Donc, je sais où je m'en vais. Donc, 200 km de parcouru dans le Prologue, consommation 4,1 km par kilowattheure, donc 23-24 kWh par 100 km, comme je vous disais. On est à 48 % de statut de charge, puis il nous reste 199 km d'autonomie affichée. On va arriver à notre point de retournement dans 56 km, donc dans à peu près une trentaine de minutes. Sinon, c'est comment conduire le Prologue? Ben, disons, en ville, c'est un gros lourdeau quand même. C'est un véhicule qui est facile à conduire, mais le volant a énorme. On peut faire énormément de tours. Hein, en termes de degrés, là, on peut faire 2 tours à la gauche, 2 tours à la droite. Donc, c'est un véhicule que la direction est
est surassisté ou sous-assisté, mais en réalité, je veux dire, faut bouger beaucoup le volant pour se déplacer avec ces véhicules-là. Donc, essayez pas de faire de l'autocross avec ça. C'est pas une bonne idée. Sinon, sur l'autoroute, c'est un coffre-fort. Tu roules sur l'autoroute, t'entends rien, tu sens rien, ça se fait tout seul. Probablement que les gens vont vraiment apprécier de la façon que ce véhicule-là est calibré. Là. Pour le Québec, là, l'autoroute 20 est moins endommagée que je pensais. Probablement qu'on va aller en direction ouest, ça va être pire. Mais niveau sonore de la cabine est bas. On est bien, là, le chauffage, là, je l'entends pas travailler. Puis dans le système Ultium, là, il y a des capteurs intéressants. Là. Depuis qu'on a quitté Montréal, on a seulement utilisé 1,3 kWh pour le chauffage de la cabine et aussi le préconditionnement de la batterie, mais c'est pas activé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant. Donc, depuis qu'on a quitté la climatisation, là, ça n'a rien utilisé presque. C'est vraiment impressionnant en 200 km. Parce que, comme je vous dis, là, on est à 3 degrés en pneus d'hiver, donc on devrait être en conditions d'hiver. C'est horrible, les voitures électriques, le monde va s'arrêter. Puis, on fait ce que je m'attendais de faire en été. Comment que ce véhicule-là a été calibré? Je pense que la cote d'autonomie est beaucoup plus pessimiste qu'optimiste. Donc, moi, je pense que c'est bien. Les constructeurs devraient être plus souvent pessimistes avec leur véhicule électrique. Comme ça, lorsque la personne l'achète, elle a une belle surprise parce que de toute façon, elle l'achetait en toute connaissance de cause des specs qu'on lui donnait. On est bien assis dans le Prologue quand même. Je trouve qu'il y a un petit défaut, là, le siège est court. Fait que dans le fond, le bas du siège, là, habituellement, j'aime ça quand ça touche là, le creux de mon genou, là, mais là, on peut passer quasiment ma main sous ma jambe. Là. Le siège est assez court. Pourtant, pour un véhicule américain, habituellement, là, les sièges, c'est... Pour un véhicule nord-américain, je vais rephraser, là, pour un véhicule nord-américain, habituellement, les sièges pour l'autoroute, c'est mieux. Fait que, je sais pas, ça, c'était une petite déception. Mais sinon, très satisfait. Mais je veux dire, on se le cachera pas, vous le savez. Là, moi, je suis une personne qui aime bien les véhicules électriques GM. Je trouve que c'est bien agencé, c'est bien pensé. Puis ici, ben, c'est sûr que c'est bien pensé. C'est un véhicule électrique GM, mais dans la sauce Honda avec sa propre calibration. Puis la calibration Honda, très bien. Dans quelques semaines, je vais avoir un Blazer EV. Puis je vais pouvoir comparer là, définitivement les différences de calibration là, que Honda m'a dit que le véhicule était différent. Donc ça va être intéressant aussi pour vous. Bon, on va faire le défi 500 km, évidemment. Mais sinon, le gros défaut du Prologue, c'est son prix. Je veux dire, si vous allez sur le site d'Honda Canada, vous allez dans le configurateur, le véhicule le plus cher en haut, c'est le Prologue. C'est plate, parce que c'est un excellent véhicule à première vue. Puis les gens vont être estomaqués par le prix élevé de ce véhicule-là. Si je comprends bien, c'est un véhicule qui commence à 62 000 c'est du stock. Là. Il est admissible aux subventions, tout ça. Là. Vous irez voir sur le site là, du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, pour voir qui est admissible à quelle subvention. Là. Mais il est comme victime de son prix parce qu'aux États-Unis, ce véhicule-là, en ce moment, se vend comme des petits pains chauds. Il y a des promotions à la location aux États-Unis. C'est fou. Dans le quatrième quart de l'année, là, ça va être un des véhicules électriques les plus vendus en Amérique, aux États-Unis. Ça va être très intéressant de voir là, comment ça va se placer. Au Canada, c'est pas le cas. Je pense qu'au Canada, pourquoi c'est pas le cas, c'est que le prix est drastiquement plus élevé qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une version traction, probablement aux États-Unis. On parle d'à peu près 44 000, 47 000 $ américains. Là, quand on fait le taux de change, là, on est autour de 60 quelques mille. Bien, c'est ça l'histoire. Hein? Vous comprenez, là, le dollar canadien est faible. C'est un véhicule qui est importé à la fin d'un autre pays, même si c'est l'accord de libre-échange. Honda doit ajuster son prix en fonction de. Évidemment, hein, dans les commentaires, vous allez me le dire. Alexandre, tu ne peux pas prendre le taux de change, multiplier un prix. Je suis d'accord avec vous. Mais les choses ont la même valeur des deux côtés de la frontière. Donc, approximativement, d'habitude, à moins d'exceptions, hein, les véhicules au Canada sont plus chers à cause du taux de change. Puis encore une fois, c'est le cas. Donc, ça a des avantages, le Prologue. Il y a des véhicules électriques qui sont un peu moins chers. Mais, tu sais, je veux dire, est-ce que je prendrais ça ou un Mach-E? Je prendrais ça avant un Mach-E. Même si le Mach-E, je trouve qu'il est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant à conduire, comme interface de véhicule électrique, 100 fois mieux. On ne l'a même pas encore rechargé, le véhicule. Je sais que le Mach-E charge plus vite que le Prologue. Je le sais. Mais c'est sans tracas l'expérience dans le Prologue. Dans le Mach-E, je trouvais qu'il y avait encore des lacunes, lenteur. L'Android Auto, là, il allait pas bien. C'était pas extra, malgré que dynamiquement, je trouvais que le Mach-E, c'était un des meilleurs, le plus intéressant, le plus agréable à conduire. Ici, c'est beaucoup plus réservé, c'est beaucoup plus
doux. Tu sais, en réalité, quelqu'un qui a un CR-V, s'assoit dans un Prologue, il va être exactement où il est, il va être très heureux. Je pense que c'est aussi ça qu'Honda voulait faire, là. Tu sais, il voulait aller chercher des gens qui ont des pilotes, des gens qui ont des passeports, des gens qui ont des CR-V, des gens qui ont un peu plus d'argent maintenant, ils veulent mettre à jour leur Honda, ils s'en vont dans le Prologue, puis ils retrouvent la magie habituelle des Honda, qui sont des véhicules faciles à utiliser, tu te poses pas de questions, puis c'est des véhicules qui se fondent dans la masse facilement. Fait que tu sais, ça c'est correct d'un certain point de vue. OK, c'est moi. Non, vous voyez pas mon visage parce que le soleil est en train de se lever, puis évidemment, le soleil arrive directement dans la lentille de la caméra, donc c'est impossible que vous me voyez. Par contre, vous avez là, sur votre écran là, Car Scanner. Le préconditionnement de la batterie avait pas l'air de se démarrer lui-même. Je pense que dans le système de navigation Google Maps, la station de recharge à Saint-Louis-de-Blandford est mal configurée. Elle affiche pas le nombre de stations, elle affiche pas le type de prise. Donc, je pense que le système de navigation n'est pas capable de le démarrer automatiquement. Je l'ai démarré manuellement. Puis là, je vois là, que ça fonctionne parce que quand je l'ai démarré, il y a peut-être 5 minutes, la batterie était à 14 degrés au minimum. Là, regardez, elle est rendue à un max au 18, fait qu'elle chauffe. Puis, vous voyez, là, l'affaire, le pack kilowatt ici, en roulant, là, il a baissé, là, mais tantôt, c'était à genre 30 kW, là, ça tirait pas mal de jus. Fait que ça me donnait une bonne indication qu'il a démarré. Puis ici, là, ce capteur-là, là, Charge Cycle Energy Usage Thermal Management, lorsque j'ai démarré le préconditionnement, il était seulement à 1,8 kWh. Puis ça faisait genre, 2 heures qu'on était ensemble. Ben là, rapidement, il a augmenté d'1 kWh. Fait que là, oui, clairement, il y a de l'énergie supplémentaire qui s'en va dans le pack batterie. Donc, le préconditionnement est activé. Je suis déçu qu'il parte manuellement, mais regardez, là, je suis là pour ça, m'assurer que ça fonctionne. On va essayer de se brancher sur une des bornes 350 kW qu'il y a là-bas pour aller chercher 500 ampères pour avoir la courbe de recharge là, parfaite. OK, nous voici à Saint-Louis-de-Blandford sur la borne 350 kW. Regardez le statut de charge, j'ai dit qu'on est à 57 %, c'est pas vrai, il est tout mêlé. Mais ici, nous sommes à 10 %, ça rentre à 146 dans la batterie, donc nous sommes à peu près à la puissance maximale, c'est 155 sur ces véhicules-là. La courbe de recharge, c'est pas la meilleure de la planète, mais dites-vous là, que de 0 % jusqu'à 50 %, on a une bonne vitesse là, en haut de 130 kW. Donc là, on va juste checker les ampères. Regardez, enfin, 495 ampères qui rentrent dans la batterie. Enfin, je suis capable de charger au maximum de la batterie, 85 kWh Ultium. Je suis super content. On va charger. J'estime qu'on va charger entre 50 et 60 %. Puis là, je le sais que j'en ferai une règle capitale là, parce que là, je suis branché sur une 350 kW priorité pour les véhicules avec des remorques ou les véhicules lourds. Pourquoi je fais ça? Bien parce que premièrement, il est 8 h le matin un samedi, puis pour les 4 bornes commandées, il n'y a personne. Si ça avait été plein, je ne me serais jamais stationné là, j'aurais utilisé une des 180 kW que vous voyez là, de ce côté-là. C'est malade comme site de recharge. Honnêtement, c'est mon préféré parce que de ce bord-là, on a un Tesla superchargeur ouvert pour les véhicules NACS. Donc ça, c'est parfait. Puis on a comment de 180? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus les superchargeurs qui sont ouverts à tous, c'est malade. J'adore ce site de recharge. Wow, j'aurais dû venir ici avant. Le tour du propriétaire du Honda Prologue. Moi, je trouve qu'on a un peu de profil ID4 et Blazer mélangés ensemble. Mais, contrairement au Blazer, mes goûts à moi,
c'est le Prologue le plus beau, mais c'est parce que c'est un look un peu plus épuré, un peu plus sobre, moins de détails. Vous allez voir à l'intérieur, c'est pas mal plus chenu que dans un Blazer, mais moi, j'aime mieux ça. Regardez le phare à l'avant, là. Très bien, là, mais c'est simple. Grille complète, sinon tout le refroidissement se fait là. On a des feux anti-brouillard aussi. Pour ce qui est là, de la pneumatique, là, on est en pneus d'hiver, en pneus Michelin d'hiver. Et on est là, en roue de 21 pouces, puis on peut avoir des roues de diamètre plus petits sur un modèle moins cher. Là, on a le modèle haut de gamme, port de recharge, pas motorisé comme sur le Blazer. Donc ça, c'est bienvenu, facile à utiliser. CCS, adaptateur NACS viendra lorsque le réseau superchargeur s'ouvrira pour Honda. Puis je vous donne un petit secret. Si dans l'application Tesla, vous configurez ce véhicule-là en Blazer, puis vous avez un adaptateur tiers parti, ça fonctionne. Mais bon, hein? Faut attendre que Honda donne le go, mais vous irez voir sur YouTube, ça fonctionne. Le look arrière, ça ressemble un peu à un Range Rover Evoque, mais j'aime tellement là. Honda, en gros, c'est malade, j'adore ça. Un coffre arrière de Blazer, c'est bien honnêtement, là, je trouve pas que c'est le plus gros coffre de la planète. Puis dans le sous-plancher, on a un peu de rangement. Là, ici, là, j'ai plié les tapis en tissu, là, mais vous avez comme un sous-plancher quand même assez volumineux. Là, vous pouvez peut-être mettre... C'est profond, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'est profond. Puis vous avez le recharge œillet et aussi le compresseur à air pour gonfler vos pneus. Et ce qui est intéressant aussi, là, un peu comme un modèle Y, 2 niveaux pour ajuster la banquette. Regardez là, la différence d'angle ici. C'est bien fait. Blazer, c'est la même chose. Et on clip ça là. Ça, c'est pour le coffre. Place arrière, beaucoup d'espace pour les jambes. Regardez là, ça c'est ma position de conduite normale. Sellerie en cuir 2 tons, c'est bien. On va s'asseoir. On est bien assis, mais regardez le bas du siège. Regardez l'angle que ça fait pour mes jambes. Donc c'est très bas. Donc les personnes un peu plus grandes vont devoir pousser leurs pieds plus loin pour avoir le support qu'ils désirent. À l'arrière, 2 bouches d'aération. Prise 110 volts, USB-C. Et c'est pas mal ça. On va aller à l'avant. Puis avant, mention. Plastique de la porte, c'est plus Equinox V qu'autre chose. Très surpris, hein? Les plastiques dans ce véhicule-là, c'est pas ce qu'on s'attend d'un produit Honda. Un peu déçu ici, là, c'est très GM, mais c'est un véhicule assemblé dans une usine GM, développé par GM. Mais je m'aurais attendu qu'Honda demande des matériaux peut-être un peu plus souples pour les portes. Puis à l'avant, là, comme je vous dis, là, des surfaces moussées en haut, mais regardez tout le reste. Plastique, regardez mes ongles. Là. Ah! Mais bon, c'est ça, mais c'est bien assemblé, pas de sonnette, tout ça. Siège, on est bien assis, mais c'est beaucoup plus siège véhicule américain, confortable. Il n'y a pas vraiment de support ici. Lorsqu'on prend place, je vais démarrer le véhicule. Il va y avoir beaucoup de bang GM. Bling, bling. Vous comprenez la patente à gosse. Donc, combiner d'instruments super simple, moins de personnalisation que dans les véhicules GM sur la même plateforme. Mais si on appuie sur le bouton, on peut quand même avoir la carte, aide à la conduite, mais mon menu préféré. Puis vous avez remarqué, hein, on est encore pogné avec les unités GM complètement débiles. Donc là, si on va avoir la vraie consommation, il faut faire 1 sur le chiffre qu'on voit ici. Ça vous donne la consommation. Consommation très élevée parce que ça fait 1 heure que je configure le car scanner avec la climatisation d'allumer le véhicule à l'arrêt. Je consomme de l'énergie. Regardez pas ça. Sinon, planche de bord ici, contrôle de climatisation très GM. On passera pas trop de temps là-dessus. Ça ressemble au Equinox V. C'est là que c'est un peu différent. L'interface Android avec une apparence plus Honda, mais c'est le système GM. Il n'y a aucune différence. C'est ce qu'on a vu dans un Silverado EV, Equinox EV, ce qu'on verrait dans un Lyriq, ce qu'on verrait dans un blablabla, etc., Blazer EV. Puis système de navigation, regardez, c'est Google, ça marche très bien. Planification de trajet embarqué, préconditionnement manuel aussi peut être démarré. Mais voyez-vous, c'est toute la même chose, hein, démarrer la conduite d'une pédale, les mêmes boutons. C'est un environnement General Motors, mais c'est un produit Honda. C'est correct. Certains constructeurs demandent à d'autres constructeurs de développer des véhicules pour des raisons de coût. Et ça fait partie de la vie. Moi, je n'ai rien contre ça. J'aime comment GM intègre ses véhicules électriques. Sinon, sous la console, on a quand même un espace de rangement flottant. Puis encore une fois, une autre déception, les plastiques sont durs. C'est sûr que dans 10 ans, ça va probablement passer l'épreuve du temps. C'est très rigide, c'est des plastiques. Il n'y a pas de texture, ça va être
égratigné, mais ça va probablement être très solide, le porte-verre de grande taille. À la fin, là, c'est des compromis, c'est des choix que Honda a fait. Ici, on a 2 USB-C, puis juste une prise 12 volts. Console centrale très volumineuse. Regardez, là, j'ai mis mes micros DJI. J'ai mis mon sac de caméra Sony. Là, il y a énormément de place. Fait que ici, j'ai rien à dire. Et sinon, là, les bouches d'aération, 4 bouches d'aération, c'est traditionnel. Puis, il y a peu de piano noir dans l'intérieur, là, seulement là, pour l'écran et ici. Donc, ça devrait pas trop être la fin du monde là, pour garder ça propre. Et dans ce modèle, tout équipé, nous avons un toit en verre qui ouvre. Là, probablement que même moi, je peux sortir. Ah oui. Ah oui, on sort par le toit, c'est parfait. Et sinon aussi, on peut fermer complètement le toit en verre avec le cache-soleil qui est ici. Bon, le capot est maintenant ouvert. Ce qu'on remarque, là, c'est que l'ouverture de l'angle du capot est vraiment faible, honnêtement. J'étais sûr que j'allais m'accrocher la tête ici. Sinon, ben, voyez-vous, là, c'est du typique là, BEV3 Ultium GM. Donc, on a toute la commande électrique ici qui se fait. Le convertisseur AC, DC, j'en passe. Le variateur de vitesse pour les moteurs. Le moteur avant va se retrouver sous ça. Évidemment, dans ce véhicule-là, on a thermorégulation active, thermopompe, on a tout ce qu'il faut, préconditionnement, tout est là. Mais c'est simple, hein? On ouvrirait le capot d'un Blazer EV et nous aurions exactement les mêmes composants au même endroit. C'est super simple, on s'approche. GM, fait au Mexique, c'est un véhicule assemblé dans la même usine au Mexique que le Equinox EV, Blazer EV et prochainement le Cadillac Optiq. C'est une usine au Mexique, c'est traditionnel, là, même Ford là, qui assemble aussi le Ford Mustang Mach-E au Mexique. Mais par contre, les batteries de ce véhicule-là sont fabriquées et assemblées par LG dans les usines Ultium aux États-Unis. Donc, c'est majoritairement du contenu nord-américain. Bon, c'est encore moi. On est rendu à 124 kW, on approche 50 %. Regardez, on est à 43 % de statut de charge. C'est vraiment une bonne session de recharge aujourd'hui. Je suis super content. Ça s'est fait en palier, donc de 10 % à peut-être 30 %. On a tiré 500 ampères, 150, 155 kW. Après ça, on est tombé à 125 kW, 400 ampères. Ça va très bien. Voyez-vous, le secret des véhicules avec cette batterie-là Ultium, peu importe le manufacturier, c'est d'utiliser une borne 350 kW avec un câble pouvant pousser 500 ampères. Mais comme je vous dis, je suis dans la zone des véhicules avec une remorque ou des camions, mais là, il n'y a personne aujourd'hui. Donc, on faisait le test. Je le fais pour vous. Voici ce qui est possible. Sur une borne 180 kW comme ceux-là, on aurait eu une session de recharge qui aurait peut-être topé à 130. Ça aurait été correct, mais ça aurait été quelques minutes plus long. Donc, premièrement, j'adore l'application du circuit électrique. Là, ça, c'est la première chose que je vais dire. C'est la meilleure application pour recharger un véhicule. Donc, on vient de quitter. La recharge a duré 24 minutes. On a mis 49,3, 4 kWh et ça a coûté avec les taxes là, un total de 25 $ faire cette recharge-là. Le tarif était variable. Évidemment, on a commencé la recharge à 53 sous le kilowattheure, puis on l'a fini à 41 sous le kilowattheure. C'est en fonction de la puissance délivrée. Mais bon, peu importe, là. Ça a été une bonne session de recharge malgré que longue. Puis je vais embarquer dans ces détails-là là, un peu plus tard dans la vidéo de pourquoi que c'est plus long que la compétition. Je vous expliquerai ça. Mais bon, le système de navigation dit qu'on va arriver aux 500 km à 10 % exactement comme prévu. On a 247 km d'autonomie affichée. Puis on est à peu près à 58 % statut de charge. Ouais, c'est ça, 58 % de statut de charge. Donc, tout va bien. La consommation depuis que nous avons quitté Montréal, 4 km par kWh. Donc, si vous faites 1 sur 4, ça fait 0,25 fois 100, 25 kWh par 100 km. Exactement la consommation EPA. Dans le fond, Honda, ils sont extrêmement précis sur leurs tests. On va les féliciter, puis je suis très content de la session de recharge. Une session de recharge parfaite, exactement comme GM/Honda le prédit.
Pourquoi le Prologue recharge plus lentement que le reste de la compétition? Compétition ici, je vais mettre les véhicules Hyundai Kia, Ioniq 5, Kia V6, la gamme Tesla aussi en partie. Le modèle Y, c'est un super bon exemple. La grosse affaire, c'est le voltage de la batterie. N'oubliez jamais, la puissance, c'est le voltage fois l'ampérage. Donc, si le pack batterie sous le Prologue a un voltage nominal d'à peu près 325 volts, supposons, c'est à peu près ça, et là, on applique 500 ampères, bien là, ça fois 500 ampères, ça vous donne à peu près là, 150 kW. Là. Il applique un peu plus que 320 volts, il applique genre 350 volts, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si on avait une batterie de 700 volts à l'intérieur du véhicule, bien, on aurait une vitesse de recharge rapide beaucoup plus élevée. Puis c'est ça que Hyundai est allé chercher pour la compétition. C'est des recharges rapides 10-80% en 18 minutes sur la plupart de leurs véhicules. Ici, 10-80%, j'estime que ça prend en plus 35 minutes. C'est plus lent. Mais c'est vraiment une question de l'architecture électrique du véhicule. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que supposons que ce véhicule-là était 800 volts, on se serait branché sur une borne 180 kW. Supposons que la vitesse de recharge rapide aurait été 155 quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais pas besoin d'autant de puissance. Donc, c'est ça la nuance ici. Puis là, c'est là que je voulais passer un peu de temps avec vous pour parler du futur des véhicules électriques Honda. Le véhicule dans lequel je suis, là, c'est un véhicule probablement que je suppose il va avoir une seule génération. Puis dans le fond, par le temps que cette génération se termine, disons 5 ans, Honda va arriver là, en 2026, 2027, 2028 avec des véhicules électriques sur une architecture 100% Honda et 100% dédiée aux véhicules électriques qu'on appelle la série 0 de Honda. Je vais résumer ça rapidement. Première chose, la série 0 de Honda, le premier modèle va être assemblé à Marysville, en Ohio, aux États-Unis. Ils sont en train d'installer les machines pour fabriquer ce véhicule-là. Ça va être un véhicule de luxe Acura, probablement un VUS, probablement le remplacement du Acura ZDX, je pense, supposons, ou peut-être de quoi de plus petit. Et au Canada, les investissements de Honda là, pour les véhicules électriques vont donner naissance à un autre produit, cette architecture électrique dédiée-là, 2027-2028 plus tôt. Donc, deux usines d'assemblage en Amérique du Nord pour cette série-là. Qu'est-ce qui fait que la série 0, c'est un peu différent? Bien, Honda est vraiment allé dans le même esprit, peut-être que Hyundai et Tesla, dans l'optimisation de la masse des véhicules, optimisation des composants, optimisation aussi des techniques de fabrication. Donc, si on lit un peu la documentation que Honda Canada m'a fournie après que je l'ai demandé, parce que je voulais avoir des informations supplémentaires à ça, ça va être utilisation là, de gigamoulage. Le battery pack lui-même, là, sa boîte va être faite avec un moulage elle aussi. Intégration des circuits de refroidissement à l'intérieur du moulage. Aussi, ça va être des batteries qui sont plus petites, moins hautes. Donc, le véhicule peut être plus bas. Optimisation de la masse. Aussi, optimisation des moteurs. Optimisation du système de thermorégulation. Optimisation de l'aérodynamique. Ça va probablement être des véhicules qui vont être plus bas, qui vont être assez longs. Qui vont aller chercher là, un coefficient d'aérodynamique. Donc, vraiment, Honda là, prend tout sur sa petite liste d'épicerie, là, puis il prend toutes les boîtes, puis il coche. Tac, tac, on veut un véhicule avec une masse. Honda dit aussi que par rapport à la compétition, ils vont être 100 kg plus légers dans leurs véhicules électriques là, de nouvelle génération. Donc ça, c'est bien, parce que la masse, là, surtout en ville, c'est un gros composant sur l'inefficacité des véhicules électriques. C'est des véhicules très efficaces, mais vous comprenez, plus ton véhicule électrique est léger, mieux c'est. Ça a besoin d'une batterie plus petite. Donc ça a un impact, ou ça a un impact sur la grandeur des roues, sur la grosseur des pneus, ça a un impact sur vos dépenses, sur vos coûts d'entretien d'un futur véhicule comme ça. Donc c'est super intéressant de voir que Honda met les efforts aux bons endroits. Optimisation de la masse, optimisation des techniques de fabrication. Puis dans le fond, c'est le moins de composants possible, des composants les plus efficaces possibles pour avoir le véhicule le plus simple possible. Ça vous dit quelque chose, hein, ça? Ça me fait penser à une compagnie aussi. Fait que c'est le même principe, puis honnêtement, Honda, c'est quelque chose qu'ils font bien, tu sais. Moi, je suis né en 1992, puis Honda, c'était l'âge d'or de Honda, les années 90, début 2000. C'était l'âge d'or de Honda. Leur véhicule était léger, leur véhicule était intéressant à conduire, le véhicule était économique, des petits moteurs ultra puissants, tu sais, pour leur cylindrée. C'est des véhicules d'une très, très grande qualité parce c'était de la bonne ingénierie. Tu sais, le plus grand motoriste au monde, c'est Honda. Là, ils font des souffleuses, ils font des moteurs pour tout le monde, des pompes industrielles, des tondeuses. Puis, essayez d'acheter une génératrice Honda. Ça coûte une fortune. Pourquoi? Bien, parce que c'est les meilleures génératrices. Tu sais, si Honda applique
cette rigueur d'ingénierie-là à une architecture de véhicules électriques dédiés qui met en premier plan la facilité d'assemblage et l'efficacité, bien, ça devrait être des véhicules extrêmement compétitifs. Évidemment, on ne le sait pas, on ne les a pas essayés. Évidemment, c'est dans le futur, là, on parle d'un horizon encore de 2 ans. Ça va être à voir, mais honnêtement, ils ont leur priorité à la bonne place. Donc ça va être super intéressant de suivre ça au courant des années. Puis sinon, actuellement, l'offre de Honda électrique avec le Prologue, à date, là, on est au 2/3 du défi 500 km. Tout est exactement comme je l'avais prévu, donc souvent, c'est ça qui est bon. C'est qu'un véhicule électrique qui a une performance prédictive, pas nécessairement la meilleure, mais une performance de véhicule électrique prédictive, c'est ça que les consommateurs vont aimer parce qu'ils vont s'asseoir dans le véhicule, ils vont naviguer, puis ils se poseront pas de questions. Nous sommes à l'entrée du pont Champlain. Il est 9h46, puis il y a un bouchon de circulation. Bon. Donc, je pensais que ça serait un 5h05. Donc, il aurait fallu que ça se termine à 9h45. Mais bon, il est 9h46. Donc là, on est à 5h06. Il nous reste 1,6 km à faire. Ça va peut-être ressembler à un 5h08. Peut-être 2 minutes. Il faut continuer d'avancer. Ça avance vraiment pas vite. Il faut dire aujourd'hui que le pont Louis-Hippolyte Lafontaine est fermé. Le pont-tunnel, et aussi le pont Mercier a une voie. Fait que le seul lien pleine capacité ce matin à Montréal, c'est le pont Champlain. Ça va bien. Mais bon, c'est la vie. On vit avec les infrastructures que l'on a. Souvenez-vous, habituellement, lorsque je traverse le pont Champlain pour terminer un défi 500 km, on roule à 80 km/h, limite de vitesse, puis tout va bien. Là, ce matin, je voyais là, des feux de véhicules d'urgence un peu plus loin. Il y a peut-être un petit accrochage ou un ralentissement, là, mais regardez, on est à 30 km/h. On continue de faire du progrès. Là, je vais remettre le régulateur de vitesse adaptatif. Ouais, vous comprendrez que je vais probablement là, couper des bouts de ce clip que vous êtes en train d'écouter juste pour que ça... Vous attendez pas pendant 2 minutes, là. Mais ça regarde pour un 5h08 ou un 5h09. J'ai hâte de voir. C'est notre dernier kilomètre, là. 100 mètres. Ah, voilà, véhicule d'urgence. Et voilà. Très simple. Le 500 km va se faire maintenant. Attention. Attention. Et voilà. 500 km, 9h50, 5h10. Vite, vite de même, là, ça fait 4 minutes que j'ai parti le clip de fin du défi 500 km. Clairement que je vais retrancher 2 minutes. On parle d'un 5h08 parce qu'évidemment, on n'a pas pu rouler à 80 km/h sur le pont Champlain comme d'habitude. Mais sinon, tout le reste s'est bien passé. On se revoit dans quelques instants pour le topo. Et nous voici maintenant à la conclusion de ce défi 500 km avec le Honda Prologue. Très content des résultats. On va en passer en revue maintenant. On a fait 5h08 avec le Prologue sur notre nouveau trajet Québec-Montréal essentiellement. On a retranché 2 minutes là, pour le petit embouteillage à l'entrée du pont Champlain. Là, tout de suite, hein, vous avez parlé dans la dernière vidéo, hein, là, je change le trajet, ça m'inquiète, la qualité de la route, la qualité de la chaussée et aussi le trafic. Ces 2 inquiétudes-là sont pas mal estompées. Là, la 20 est dans un meilleur état que je pensais. Et aussi, si je pars 30 minutes plus tôt, ce qui est tout à fait faisable, puis je le faisais avant, bien, en réalité, le petit composant de la circulation, je vais être super tôt le matin, la fin de semaine, là, ça va comme tout s'estomper tout seul, puis l'achalandage aux bornes de recharge, là, à cause que je vais être tôt le matin, ça va être caduc, il n'y aura pas de problème. Donc, ça, c'est dit. Si on regarde plus en détail nos résultats, on a fait une consommation de 25,6, ce qui est très proche de la consommation Enercan sur autoroute de 25 kWh par 100 km. Ça, c'est impressionnant compte tenu qu'on était en pneus d'hiver, puis on oscillait entre 1 degré et 6 degrés Celsius. On a fait un seul arrêt de recharge, coupe de recharge parfaite, hein, rappelez-vous. On a chargé sur un équipement qui peut délivrer 500 ampères. C'est un peu ça, le secret là, des véhicules avec la technologie Ultium, ces types de batteries-là. Ensuite, là, comme notre vitesse moyenne, là, totale per trajet 97 km/h, c'est pour qu'on est un peu plus haut que 5 heures. Mais on a quand même réussi à conserver 106 là, en roulant 110, là, essayer d'être le plus précis, constant possible. Je n'ai pas toujours roulé sur le régulateur de vitesse justement parce que je voulais pouvoir, là, quand la circulation était plus dense, là, conserver la vitesse moyenne le plus possible. Parce qu'en réalité, le véhicule qui se rapproche le plus en termes de résultats, mais pas en termes de vocation, c'est le Volvo C40 2024 qu'on a testé sur la 401. À peu près le même temps, à peu près les mêmes conditions. Le C40 avait 2 arrêts de recharge, nous on en a fait un.
mais la batterie est beaucoup plus grosse dans le Prologue. Ça se compare, mais c'est sûr que si on avait eu un Ioniq 5 2024 et moins sur ce trajet-là à côté du Prologue, le Ioniq 5 l'aurait complètement clenché. Pourquoi? La session de recharge aurait été quasiment un tiers plus courte. On aurait peut-être chargé 15 minutes, même pas. Puis je m'attendrais que l'efficacité aurait été supérieure. Un modèle Y aussi. Sauf que, là, à la fin, là, c'est votre préférence. Le Prologue a probablement beaucoup plus d'autonomie réelle de par sa très, très grosse batterie. Mais là, ça dépend aussi là, de vos critères, de ce que vous recherchez. Dans le Prologue, là, ma grosse déception, là, c'est vraiment le prix élevé. Et aussi que sous la moitié des portes, là, si on couperait le véhicule en deux, là, tous les matériaux là, sous la moitié des portes, c'est vraiment, vraiment pas ce que je m'attendrais d'un produit Honda. Même dans un produit GM, là, on s'attend à meilleur que ça. Je répète toujours, vu que c'est un produit que Honda a mandaté GM pour fabriquer. Là, ça peut pas être parfait, mais d'un point de vue d'utilisation de véhicules électriques, la navigation, préparation des voyages, ça se passe très bien. J'ai dû activer le préconditionnement manuel, mais regarde, à cause qu'on a l'option, on peut le faire. Mais sinon, autonomie, c'est prédictif. Il y a une grosse batterie, plus grosse que ce que GM annonce. Ça roule bien. Puis c'est facile à conduire là, parce qu'on a comme tous les composants qu'on connaît bien puis qu'on est habitué. Fait que, honnêtement, ici, chapeau Honda, ils ont fait un bon choix de choisir là, cette base-là pour construire ce véhicule-là. Et la dernière petite chose, là, c'est comment ça a coûté faire ce défi 500 km-là. 25 $ de recharge rapide. Puis on assumerait que si avant le défi 500 km, la batterie était à zéro et on l'avait branchée à la maison, on aurait dû mettre là, à peu près 9,50 $ d'électricité domestique à l'intérieur. Donc, dites-vous, là, 35 $ pour faire le 500 km au complet. Mais là, je tire ça par les cheveux. Pensez que la recharge rapide a coûté 25 $. Et ensuite, pour ce qui est de l'étalonnage de ce trajet-là, pour comparer aux autres trajets, je vais le faire avec la Model 3 qu'on a, parce que je viens de faire un défi 500 km aussi avec la Model 3 récemment. Même condition, je vais essayer de faire ça tôt. Mais là, elle est rendue en pneu d'hiver, la Model 3. Donc là, il faut juste que je m'assure que j'ai bien ciblé puis calculé la différence d'efficacité à cause qu'on a des roues différentes et des pneus d'hiver neufs dessus. Puis là, après ça, lorsque je vais faire le test d'étalonnage sur le nouvel itinéraire, je vais pouvoir juste ajouter un petit pourcentage pour... Tu sais, évidemment, je le sais que j'aurais dû le faire en pneus 4 saisons, mais regardez, le temps avance. Là, on teste les autos, on peut pas, là. Tu sais, sinon, on va attendre au printemps. Le Prologue, sans réserve, on vous le recommande. J'ai vraiment aimé mon test. Puis je suggère à Honda probablement de peut-être penser à faire une version avec la base de l'Equinox EV si c'est possible, de quoi d'un peu plus petit, un peu moins large, mais avec les mêmes composants. Puis aussi, je vais envoyer un courriel à Honda. Là. Il y a une couple de bugs là, dans le logiciel de représentation des unités qui m'agacent. Honda m'avait dit s'il y a des petites choses, envoyez-nous un courriel. Je vais envoyer un courriel, je vous tiens au courant. Qu'est-ce qu'ils répondent? Mais c'est des bugs qu'on aurait dans un Lyriq, dans un Blazer EV, dans un Equinox EV. C'est comme une copie. J'ai signalé ça à GM, pas vraiment une réponse. Mais là, on va signaler la même chose à Honda, puis on verra si ça va peut-être pousser une mise à jour là, vers ces véhicules-là. Sinon, espérons que vous avez aimé. Pensez à vous abonner, laissez un petit like, un commentaire. Et on se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.